Voilà, on va continuer la deuxième partie sur test cross ou back cross. On avait parlé de test cross, c'est quoi? On va attaquer le back cross. Et le back cross, nous avons donné une première information, type de croisement. Ça veut dire que type de croisement. On va parler de type de croisement. Après, je vais vous donner les résultats que le back cross peut donner et l'intérêt d'étudier ce qu'on appelle le back cross. On avait dit, l'intérêt d'étudier le test cross, c'est pour savoir la race de l'individu qui est testé, entre un individu testeur. Type de croisement, on croise toujours un individu de F1. Ça veut dire tout simplement un individu de la première génération. On va croiser un individu de la première génération avec un parent récessif. Avec un parent récessif ou doublement récessif. Ça dépend de l'hybridisme que vous êtes. Soit, si c'est dans le monde hybridisme, on parle un parent récessif. Si vous êtes dans le hybridisme, on parle parent doublement récessif. Parent récessif. Et quand on dit parent récessif, c'est l'individu qui possède le caractère récessif. Donc, première différence entre le back cross et le test cross, le parent récessif, on connaît son phénotype et son génotype. Parce que c'est le parent de départ pour un croisement des génétiques. Et si on croise deux parents, croisement entre deux parents, P1 et P2, vous avez toujours F1 qui détient un caractère du P2 ou bien un caractère du parent P1. Donc, après vérification, on connaît le phénotype de F1 et le génotype de F1. Donc, ici, rien n'est cassé, contrairement au test cross. Et on avait dit tout à l'heure, le test cross, c'est pour tester un individu dont son génotype est inconnu. Ici, on connaît le phénotype de F1, ainsi son génotype. Et le parent récessif, on connaît son phénotype et son génotype. Première différence entre back cross et test cross. Et deuxième différence, j'avais dit tout à l'heure, le test cross peut donner deux résultats, soit 100% ou bien une descendance qui est hétérogène. Mais ici, les résultats qu'on peut obtenir, résultats qu'on peut obtenir au niveau back cross. Le back cross peut donner trois résultats. Si vous avez deux phénotypes de 50%, si vous êtes dans le dihybridisme, deux phénotypes de 50%, deux phénotypes de 50%. Non seulement cette information va confirmer que cet individu, les individus de la première génération sont de race hybride. F1 est de race hybride. Pourquoi F1 est de race hybride? Parce que la descendance n'est pas homogène, la descendance est hétérogène. Vous avez 50%, 50%. C'est dans le dihybridisme. Et on ne parle pas le parent récessif, parce que le parent récessif, il est de race pure, il est homozygote. C'est pour confirmer que F1, il est de race hybride. Deuxième information, le back cross peut donner 4 phénotypes. 4 phénotypes de 25%. Et si le back cross donne 4 phénotypes de 25%, c'est pour confirmer toujours que les individus de la première génération sont de race hybride. Troisième et dernier résultat, le back cross peut donner 4 phénotypes équiprobables 2 à 2. 4 phénotypes équiprobables. 4 phénotypes équiprobables 2 à 2. C'est-à-dire, vous pouvez avoir deux fortes proportions et deux faibles proportions. Vous avez deux fortes proportions et deux faibles proportions si vous avez 4 phénotypes équiprobables 2 à 2. Donc voici les résultats que le back cross peut donner. Soit vous avez deux phénotypes de 50%, et on va en parler tout à l'heure, quelle est l'interprétation si vous avez réalisé le back cross et vous avez deux phénotypes de 50%, et si vous avez 4 phénotypes de 25%, et si vous avez 4 phénotypes équiprobables 2 à 2. Pour les élèves de terminale S,
il faut maîtriser les résultats et les interprétations du bac-cross. Parce que seul le bac-cross peut nous aider sur la relation entre les n. Parce que en cas de dihybridisme, en cas de dihybridisme, vous avez 3 informations à retenir. Parce qu'on peut étudier Z indépendant. Z indépendant. Quand est-ce que les Z sont indépendants. Et pour savoir est-ce que les Z sont indépendants, il faut, c'est le bac-cross qui confirme que est-ce que les Z sont indépendants. Parce que si le bac-cross donne 4 phénotypes de 25%, si le bac-cross donne 4 phénotypes de 25%, et vous êtes sûr que ce croisement est un bac-cross, ne cherchez pas de midi à 14h. Raisonnez ainsi pour dire que ce croisement est un bac-cross qui a donné 4 phénotypes équiprobables, c'est-à-dire 4 phénotypes de 25%, donc on peut en déduire que les Z sont indépendants. Pourquoi on peut en déduire que les Z sont indépendants? Parce qu'en cas des Z indépendants, lorsqu'on avait fait F1 fois F1, Mendel avait comme résultat F2, les résultats au 16e, 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. Et en génétique, 99% des exercices, si vous êtes dans le dihybridisme et vous avez réalisé F1 fois F1 qui est l'autofécondation, si vous avez les résultats au 16e, 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, il faut donner une interprétation si on vous demande quelle est la relation entre les N pour dire que les N sont indépendants. Et l'indépendance des N nous permet de construire une troisième loi de Mendel qu'on appelle la ségrégation indépendante. Et quand on parle de la ségrégation indépendante, ça veut dire que lors de la formation des gamètes de F1, chaque individu de F1 produit 4 types de gamètes. Chaque individu de F1 produit 4 types de gamètes. Si on fait 4 fois 4, vous aurez 16. C'est pour cela que vous avez une deuxième génération qu'on appelle 16-16e. Ça veut dire que vous avez une population constituée par 16 individus. Parce qu'un individu est issu à part de la fécondation, à part de la rencontre de 2 gamètes. Et si vous avez là-bas 4 gamètes, là-bas 4 gamètes, si on fait la multiplication entre 4 4, vous aurez 16 gamètes. C'est 16 zygotes. Et ce sont ces zygotes-là qui s'évoluent pour donner des individus. Mais là, c'est une hypothèse pour dire que les Z sont indépendants si vous avez fait F1 fois F1. C'est le bac-cross qui confirme réellement est-ce que les Z sont indépendants. Si l'auteur dit on croise un individu de F1 avec un parent doublement récessif. Pourquoi je précise doublement récessif? Parce que nous sommes dans le dihybridisme. Donc, de ce fait, si vous avez 4 phénotypes équiprobables, 4 fois 25, confirmez que les N sont indépendants. Parce qu'on avait proposé une hypothèse pour dire qu'il y avait une possibilité de ségrégation indépendante. Donc, c'est le bac-cross qui prouve que les N sont indépendants. Première information à retenir est l'intérêt de pratiquer le bac-cross avec des résultats au 25e. Et deuxième information, j'ai dit tout à l'heure, on peut réaliser le bac-cross et vous avez 2 phénotypes de 50%. 50% et 50%. Et là, en cas de dihybridisme, ça parle une chose. Parce que j'avais dit, si vous précisez les Z sont indépendants, on peut parler Z liés. On peut parler quand est-ce que les Z sont liés. Z liés. Et en cas de Z liés, avant de pratiquer ce qu'on appelle le bac-cross, on avait dit en génétique, pour dire que les Z sont liés ou pas, il faut réaliser toujours F1 fois F1. Vous êtes toujours dans le dihybridisme. Mendel avait constaté qu'il avait fait F1 fois F1 et obtenu les résultats au 16e pour dire que les Z sont indépendants. Mais Mendel a refait les mêmes expériences pour les mêmes individus en faisant ce qu'on appelle F1 fois F1 et il avait comme résultat la F2. Mais cette fois-ci, la F2 n'est pas constituée comme les résultats précédents. 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. Il s'est retrouvé avec les proportions ou bien les résultats 3 quarts et 1 quart. Et vous avez 1 quart et 1 demi. Mais là, ce n'est pas des résultats du dihybridisme. Ce sont les résultats du monohybridisme en cas dominant et en cas codominant. Parce qu'en cas de monohybridisme, en cas dominant, si on fait F1 fois F1, vous aurez 3 quarts dominants et 1 quart récessif. En cas de codominant, si on fait F1 fois F1, vous avez 1 quart qui sont des phénotypes parentaux et 1 demi, ce qu'on appelle le phénotype intermédiaire. Quand on dit le phénotype intermédiaire, ça veut dire tout ça, c'est le caractère obtenu entre. Il n'y a pas de dominance. Donc, si vous avez ces résultats, 3 quarts, 1 quart, 1 quart, 1 quart et 1 demi, alors que vous êtes
dans un exercice de dihybridisme, s'il vous plaît, ne cherchez pas de midi à 14h. Dites-vous que les ailes étudiées sont liées. Les ailes étudiées sont liées. Les ailes sont liées. Toujours, dites-vous que les ailes sont liées. Mais après avoir dit que les ailes sont liées, c'est l'apparition des résultats du monohybridisme dans le dihybridisme. Mais c'est le Bacros qui nous permet de confirmer est-ce que la liaison est totale ou bien est-ce que la liaison est partielle. Vous avez deux types de liaisons. Une liaison qui est totale, qu'on appelle linkeuse, qui est exception à la troisième loi de Mendel, et une liaison qu'on appelle la liaison partielle avec possibilité de crossing over. Et en regardant les résultats du Bacros, vous avez dit le Bacros peut donner deux phénotypes 50%, 50%. Si vous avez les résultats du Bacros, 50%, 50%, ne cherchez pas de midi à 14h. Les étudiés sont liés, mais non seulement la liaison elle est totale. Pourquoi elle est totale? Parce que lors de la formation des gamètes des individus F1, il y avait une séparation totale des ailes. C'est pour cela que vous avez 50%, 50%. Donc, on peut dire les ailes sont liées si vous avez les résultats du monohybridisme dans le dihybridisme. Pour dire que la liaison est totale, pour dire qu'en texte la liaison est totale, liaison totale, pour dire la liaison totale, il faut avoir des résultats du Bacros concernant 50%, 50%. Mais vous avez une deuxième liaison qu'on appelle la liaison absolue. Une liaison qui est absolue. Liaison absolue. Liaison absolue. Et quand c'est la liaison absolue, ça veut dire que, non, quand c'est la liaison est partielle, liaison partielle, voilà, excusez-moi, liaison partielle. Quand on parle d'une liaison est partielle, ça veut dire qu'on peut avoir la possibilité de crossing over. Et quand est-ce qu'on dit que les ailes sont liées et la liaison est partielle? Si vous avez 4 phénotypes équiprobables 2 à 2, dont 2 fortes proportions et 2 faibles proportions. Et ce sont des résultats du Bacros. Là, ce sont des résultats du Bacros. Vous avez 4 phénotypes équiprobables, dont 2 fortes proportions et 2 faibles proportions. Ne cherchez pas de midi à 14h. Dites-vous que les ailes sont liées et la liaison est partielle avec possibilité de crossing over. Donc, voici les 3 interprétations que le Bacros peut nous apporter en cas de dihybridisme. Donc, vous aurez des résultats, des différences entre le Bacros et test cross. J'avais dit tout test cross et Bacros, mais tout Bacros n'est pas test cross. Pourquoi tout Bacros n'est pas test cross? Parce que le Bacros peut donner 3 résultats, le test cross peut donner 2 résultats. Pourquoi on dit tout test cross et Bacros? Parce que le test cross et le Bacros, ce sont des croisements de retour. Quand on parle d'un croisement de retour, ça veut dire que pour réaliser le Bacros et le test cross, il faut utiliser toujours un individu récessif. Mais c'est l'autre individu qui fait la différence entre le Bacros et le test cross. Si c'était le test cross, l'autre individu, c'est un individu dont son phénotype est connu, mais son génotype n'est pas connu. Et s'il s'agit de Bacros, l'individu F1, il est toujours de race hybride. On connaît son phénotype et son génotype. Et vous pouvez avoir 3 résultats, 2 phénotypes de 50% pour confirmer que la liaison est totale, 4 phénotypes équiprobables 2 à 2 pour dire que la liaison est partielle avec possibilité de crossing over, et 4 phénotypes équiprobables, donc 4 fois 25 pour confirmer que les ailes sont indépendants. Donc, il faut retenir cette information, mais en faisant le dihybridisme, à chaque fois, vous aurez des résultats ou bien des croisements comme le Bacros et le test cross. Et utilisez ces explications ou bien ces interprétations au niveau de ces exercices. Et un élève de terminale doit être capable d'identifier un croisement qui parle de test cross ou bien Bacros.